Bien, eh bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. La Société bretonne de psychocriminaux, de psychovictimaux est heureuse de vous accueillir ce soir. Parce que vous êtes aussi le recommencement de notre activité en termes de débat public. Nous recommençons, c'est-à-dire que l'objectif de la société est remis sur le tapis à chaque fois qu'il y a un débat. Les débats, pour nous, ça sert à inventer, à continuer à inventer, sur la base de ce qui est donné et suivi sur la base de ce qui est apporté par les uns et par les autres. Voilà. Donc c'est bien dans cette perspective-là que nous sommes ensemble ce soir. Vous êtes là pour inventer. Pas pour réciter par cœur, mais pour inventer, à partir des analyses que vous faites vous-même. C'est le mot-clé, ça, inventer. Sur une thématique on ne peut plus s'abstraire. L'inceste, qu'on a défini. Avant, tout ça, c'était à mi-mot. On savait. On croyait qu'on savait. Et tout d'un coup, on ne sait plus. Tout d'un coup, la réalité arrive en pleine face. Ça bouleverse tout le monde. Ça n'est plus à mi-mot que la chose se dit maintenant. Au contraire. Alors, comment nous allons organiser tout ça? Comment en faire quelque chose? Et nous sommes là dans des eaux qui ressemblent un peu à celles qu'on a connues en 98-99. Quand, à cette époque-là, le ministère de la Justice invente des dispositifs de prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Ça a été extraordinaire, les changements dans les prisons, dans le centre pénitentiaire. Enfin, un dispositif a été fait pour des gens qu'on ignorait totalement en tant que tels. Et puis, travailler sur la question de l'inceste, c'est aussi se situer dans un débat contemporain, le plus actuel, et qui est le pendant de la question de l'inceste. C'est le harcèlement, à l'école, à la maison, dans le milieu professionnel. Pourquoi? Parce que tout cela est relié par un thème majeur, qui est le consentement. Ça veut dire quoi, consentir? C'est cette ligne de force, cette direction-là, qui va constamment être poursuivie sur un plan éthique, politique, scientifique, épistémologique. C'est tout ça que nous faisons ensemble. C'est ça que nous avons inventé. Vous voyez qu'il y a un renouvellement immense de la chose à réaliser. Ce renouvellement, c'est une autre posture, une autre position, une autre façon de comprendre, une autre façon de faire savoir. Donc une autre façon d'éduquer, d'une certaine manière. Et donc aussi à imaginer des mesures de prévention, sans nul doute. J'en dirai pas plus, pour laisser à grande surprise à notre conférencière. Mais je voudrais remercier également celle qui a imaginé l'affiche de notre débat de ce soir, Madame Cassavoie. C'est la 3e affiche qu'elle fait dans cette série d'études que nous faisons sur les violences intrafamiliales. Et que nous avons commencé il y a 4 ou 5 ans, quand on a commencé à travailler sur les violences conjugales. Vous voyez, c'est le fil directeur. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je vais laisser la parole maintenant aux deux conférenciers. Je crois que je vais la laisser à Pascal. De façon à ce que nos conférencières soient bien encadrées. Merci. Oui, donc nos deux conférencières, Nina Colomer, philosophe, Marion Torel, psychologue clinicienne. Il fallait, pour aborder la question de l'inceste, au moins 2 conférencières et 2 regards croisés, tant le phénomène, la problématique est complexe. Et elles se sont risquées à ce jeu de croisement de regards qui n'est pas simplement d'accumuler des connaissances, mais d'essayer de construire quelque chose de nouveau à partir de 2 points de vue et de leur rencontre. Donc je vais leur donner tout de suite la parole. Si elles souhaitent se présenter un peu plus complètement, et qu'elles n'hésitent pas.
On a environ 1 heure d'exposé, et puis 3/4 d'heure environ d'échange avec la salle. À vous. Est-ce que vous avez besoin que nous utilisions les micros? Oui. Donc je suis Nina Colomer, je suis professeure de philosophie dans le secondaire et je vous propose un travail de recherche en philosophie politique et philosophie pratique sur l'inceste. Je suis également bénévole et militante au CAIF, le collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité, qui est une association internationale qui propose des groupes de pères aidants. C'est une association donc, de pères aidants qui participe également à former des étudiantes en psychologie clinique et à rédiger des articles de psychoéducation. Bonsoir, alors pour ma part je suis Marion Torel, je suis psychologue clinicienne spécialisée en criminologie et en victimologie. Je travaille, alors comme tout psychologue, j'ai plusieurs casquettes, ce qui est bien et qui parfois apporte quelques inconvénients. Donc je travaille dans un premier temps à la cellule de victimologie de Rennes, qui est rattachée au centre hospitalier Guillaume Régnier. Et à côté, je travaille également au service d'aide aux victimes de l'AIS 35, près du tribunal judiciaire de Saint-Malo. Je donne aussi quelques formations dans le domaine de la psychocriminologie et de la psychovictimologie. Je suis membre aussi de la Société bretonne de psychocriminologie et de psychovictimologie et membre également du CAIP. Pour commencer notre réflexion sur ce qu'est l'inceste, il me semble nécessaire de commencer par interroger le fait que ce soit un interdit. Pour le définir, on commence souvent par le définir comme interdit, ce qui peut d'ailleurs parfois éclipser une vraie définition. C'est un interdit qui est au fondement de nos sociétés. Et en ça, il est doublement difficile à regarder, déjà parce qu'il est douloureux, difficile, compliqué. Et en même temps parce qu'en tant qu'il est au fondement, il nous demande d'interroger toute notre manière de penser et toute notre manière de penser la société et la famille. La définition la plus commune de l'inceste est celle que nous propose l'anthropologie. Mais l'anthropologie, jusqu'aux travaux de Dorothée Ducy, n'interroge pas l'inceste en tant que fait, mais seulement en tant qu'interdit. On n'a pas de travail sur la réalité, la matérialité de l'inceste, mais seulement sur le fait qu'il soit interdit. Et d'ailleurs, ce n'est pas réellement de l'interdiction de l'inceste qu'il est question, notamment dans les travaux de Lévi-Strauss, mais bien l'interdiction de l'endogamie, du mariage au sein de la famille. C'est le point majeur mis en avant par Lévi-Strauss. C'est selon lui ce qui fait passer l'homme de l'état d'animal à l'état d'humain, l'obligation de s'unir en dehors de soi, en dehors de sa famille, de fonder les premiers commerces, les premiers échanges. Et là commence le problème du fait que nous manquons de termes. Il y a un même terme pour parler d'endogamie et de violence sexuelle. Il y a un même terme pour parler de ce qu'on pourrait imaginer comme des mariages consentis, heureux, et les violences sexuelles sur les enfants, annihilatrices de leur subjectivité. Cette confusion, elle marque aussi la confusion entre violence sexuelle et sexualité, qu'on retrouve dès qu'on discute de violence sexuelle. On peut aussi parler de l'interdit moral de l'inceste, qui semble un interdit, une réprobation universelle de la violence sexuelle sur les enfants. Et c'est un interdit qui peut aider à faire communauté autour d'une émotion commune. Le vécu commun de l'interdit, de la réprobation de la violence sexuelle sur les enfants peut aider à faire communauté. On peut imaginer cet interdit moral comme associé à la sacralisation du corps de l'enfant, de l'innocence de l'enfant, voire même, on pourrait interroger comme sacralisation de la virginité. Alors, on a les bases d'un imaginaire et de croyances collectives. Face à quelle réalité ? Du fait de cette construction de pensée anthropologique, nous avons tendance à croire que l'inceste est un fait exceptionnel, impur, monstrueux parfois.
On partage globalement l'idée que l'inceste est le propre de familles exceptionnellement dysfonctionnelles. Pour autant, il y a une profonde confusion dans nos croyances à propos de l'inceste. D'un côté, c'est une pratique qui est condamnée socialement, qui est considérée comme inceste. Inceste, étymologiquement, ça veut dire impur. Donc, d'un côté, elle est condamnée socialement, et de l'autre, c'est une pratique qui est historiquement valorisée dans les hautes sphères de la société. La pratique de l'inceste, elle est véhiculée dans les mythologies, dans les religions et dans l'histoire de la royauté comme obligation de conserver la lignée divine. Donc, selon le cadre dans lequel il s'exerce, l'inceste, il peut être à la fois condamné ou glorifié. Ces croyances sont ambivalentes. Les croyances que l'on a, les croyances collectives autour de l'inceste sont ambivalentes et elles entraînent une confusion dans la façon de comprendre, de penser et de percevoir la réalité du phénomène tel qu'il est. L'inceste dont nous allons débattre principalement aujourd'hui est bien celui des violences sexuelles faites aux enfants par une personne ayant autorité. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la construction socio-historique de notre pensée sur l'inceste de façon générale a une grande influence sur la façon dont sont pensées, ou plutôt impensées, les violences sexuelles faites aux enfants. Comme l'a dit Nina, l'imaginaire sur cet interdit de l'inceste comme étant au fondement de nos sociétés pose un angle mort sur la réalité de la pratique de l'inceste. La pratique de l'inceste, dans la réalité passée et actuelle, va bien au-delà de cet imaginaire, puisque c'est une pratique finalement structurée et structurante au fondement de nos sociétés. D'un point de vue philosophique et sociologique d'ailleurs, l'inceste est une spécificité humaine. Quelles que soient les périodes étudiées, la pratique de l'inceste est stable et concerne entre 5% et 10% de la population. Alors, quelle réalité ? En 2020, il y a un sondage Ipsos qui a révélé un chiffre très glaçant. Une personne sur 10 en France a été victime d'inceste. Autrement dit, dans une classe de 30 élèves en primaire, au moins 3 élèves, 3 enfants sont victimes d'inceste aujourd'hui. La Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dont le rapport est paru en novembre dernier, a pu aussi mettre en évidence qu'un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes en France. La Civise a également rapporté un chiffre qui me paraît assez parlant concernant le coût des conséquences multiples et au long cours des violences sexuelles faites aux enfants, qui s'élève à environ 10 milliards d'euros par an à la société et aux contribuables. Si on les mettait dans la prévention, ce serait peut-être mieux. Un autre rapport, celui de la CIAZ, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, publié en 2021, a mis au jour l'ampleur et l'étendue du phénomène, pourtant bien connu et souvent tu, trop souvent tu en tout cas, des violences sexuelles faites aux enfants au sein de l'Église catholique. Donc chiffre qui s'élève à 216 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église. Toujours selon la Civise, le rapport de la Civise indique que 97% des auteurs d'inceste et de pédocriminalité sont des hommes, et parmi ces auteurs, 97% ne sont pas condamnés. Donc voici une petite infographie des résultats du sondage Ipsos, qui indique, outre les chiffres que je viens de vous donner, qui indique que dans 80% des cas de violences sexuelles faites aux enfants, ces violences ont lieu au sein de la famille. En moyenne, les violences incestueuses
commence en tout cas à l'âge de 9 ans et dure environ 4 ans. Les victimes d'inceste sont majoritairement des filles et concernent 2/3 de ces victimes, mais il y a aussi un grand nombre de garçons victimes, qui concernent 1/3 des victimes. Au regard de ces réalités statistiques, il est plus possible en fait d'ignorer l'existence et l'ampleur du phénomène. Malgré le caractère impensable de l'inceste, il est de plus en plus visible. Là, il va s'agir de répondre à la question, est-ce que l'ordinaire de l'inceste relève d'une violence invisible et indicible? Et pour ça, je voudrais revenir sur des propos de Dorothée Ducy, qui nous dit que face à ces chiffres de la régularité, du caractère ordinaire de l'inceste, on fait toujours semblant d'être étonné. On a une réaction de choc, de gêne, mais on ne les découvre pas, ces chiffres, parce qu'on les a déjà lus, on les a déjà vus et on les a déjà entendus. Dorothée Ducy a qui plus est une approche critique de la statistique et propose une recherche statistique tout à fait différente. Elle propose de dire à son entourage en ce moment je lis un livre sur l'inceste et d'attendre combien de personnes viennent révéler des faits qu'ils ont subis ou que leurs proches ont subis. On connaît tous et toutes des personnes qui ont subi de l'inceste. Donc finalement, ces chiffres, ils ne paraissent pas si étonnants, étant donné qu'on connaît autant de personnes. La question qu'on va pouvoir se poser, c'est pourquoi est-ce que collectivement, on continue à prétendre l'étonnement? Et c'est ça qui va faire le système qu'on va pouvoir décrire aujourd'hui, le système qui va dénier les violences et qui va consister à toujours s'en étonner et toujours les oublier. Le caractère ordinaire est répandu dans nos sociétés de ce phénomène. En fait un phénomène social. La question qui nous guide pour cette conférence est bien la suivante. En quoi l'inceste est-il un phénomène social faisant système? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un fait social? Alors, le sociologue Émile Durkheim a défini le fait social comme relevant de manières d'agir, de manières de penser et de sentir qui sont extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui. En d'autres termes, un fait social, c'est un phénomène régulier dans une société qui sous-tend un comportement ou une attitude adoptée collectivement, que les individus en aient ou non conscience. Un fait social, il existe et se perpétue au sein d'un système social qui le tolère ou l'encourage. Un système social, selon Parsons, se compose d'éléments en interaction perpétuelle et est le fruit des interrelations entre les individus, le cadre social et sociétal dans lequel ils s'exercent et ils évoluent. Le système social se maintient au travers de normes et de représentations sociales, explicites ou implicites, auxquelles adhèrent consciemment ou non les individus. Quoique les faits sociaux transcendent les volontés individuelles, il est important de rappeler que les individus sont en partie acteurs dans le maintien et la perpétuation des phénomènes sociaux, puisqu'ils sont impliqués dans ce système social et qu'ils adhèrent aux normes qui y sont véhiculées. Alors, concernant les violences sexuelles, plus générales, ces violences sexuelles relèvent en effet d'un phénomène social. Selon Éric Fassin, sociologue, il s'agit de penser la violence sexuelle en termes culturels et non individuels. Non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l'encourageant. Autrement dit, il existerait dans nos sociétés une culture qui favorise la survenue et la perpétuation des violences sexuelles. Ces violences sont aujourd'hui décrites dans la littérature comme faisant système au sein d'une culture souvent appelée culture du viol.
Par culture du viol est désigné l'ensemble d'attitudes ou de comportements partagés au sein d'une société qui minimise, normalise ou encourage le viol. Il s'agit d'un système de pensée et d'attitudes qui tente à favoriser l'ancrage et la structuration culturelle des violences sexuelles. Dans ce cadre-là, l'inceste peut être perçu comme une situation paroxystique, c'est-à-dire comme survenant à l'extrême du continuum des violences faites aux femmes et aux enfants. Pour tenter de répondre à notre grande question transversale, on les a sous-catégorisées en trois questions. Quels sont les fondements sociaux, quels sont les fondements normatifs du système inceste ou de l'inceste? Quels sont les processus et mécanismes psychosociaux à l'œuvre et quelles en sont les conséquences sociales et psychologiques? Et je vais commencer par interroger cette première question. Quels sont les fondements sociaux de l'inceste? Et je vais commencer par vous proposer une définition de l'inceste. Pour moi, on peut définir l'inceste comme des violences sexuelles commises sur un enfant de la part d'un aîné ayant un rôle éducatif. Je pense qu'on peut tout à fait dépasser le cadre familial et bien évidemment le cadre filial pour aller vers tout individu qui a un rôle éducatif. Ces violences-là, elles sont banales, selon moi, et elles sont même normales en ce qu'elles font partie d'un système et qu'elles rassurent, qu'elles assurent la pérennité d'un système. Ce n'est pas leur interdit, mais bien leur perpétuation qui assure la continuité de la société. Le caractère ordinaire de l'inceste, que l'on a vu dans les chiffres dont on a connaissance, est à confronter avec l'absence de discours sur l'inceste. Et c'est ça qui fait système selon Dorothée Ducy et qui nous permet de comprendre ce qui se passe. C'est que c'est une violence visible, en plus d'être ordinaire. Et donc, en ce qu'elle est ordinaire et visible, on peut considérer qu'elle est banale. Et pourtant, on continue de faire semblant de la taire. On peut réfléchir à ça en reprenant le terme de tabou qu'on retrouve beaucoup en anthropologie. En anthropologie, les personnes qui ont traité du tabou de l'inceste ont pensé le terme de tabou comme interdit. Mais tabou, ça veut aussi dire obligation de taire, ça veut aussi dire silence. Et c'est comme ça qu'il est intéressant d'étudier l'inceste, en tant que silence. Le système inceste, c'est l'ensemble construit des violences commises et de la silenciation et du déni. C'est à la fois la matérialité du viol et la culture, la grammaire de la dénégation du viol. Pour réfléchir à ça, je vous propose de regarder la petite citation du berceau des dominations. L'intériorisation des abus sexuels et du silence qui les entoure pour les incestés, l'impact suffisamment fort de l'inceste sur les incestés pour que ceux-ci en donnent à voir les effets aux autres enfants, participe d'une description complète des processus de fabrication des dominateurs et des dominés. On comprend bien dans cette citation le titre de l'ouvrage de Dorothée Ducy. L'idée est que les violences sont suffisamment lourdes qu'elles annihilent la subjectivité de l'enfant et que les autres enfants en sont témoins. Peu importe la proximité et l'ensemble des violences dont ils témoignent ou non, en tout cas, ils sont témoins qu'une partie d'entre eux sont annihilés par la violence. Et ça permet d'apprendre, c'est en ça qu'on est dans de l'éducatif, ça permet d'apprendre ce qu'est la violence et d'apprendre de quel côté on se situe, si on se situe du côté des dominateurs ou des dominés. Dorothée Ducy définit également l'inceste comme l'exercice érotisé de la domination. On retrouve bien ici l'idée que cette violence est une violence sexuelle, mais qu'elle enseigne ce qu'est la violence, tout court. C'est ça qui va apprendre ce qu'est violence, et c'est en ça pour moi que c'est au fondement de tout système de violence, et pas simplement des violences sexuelles. C'est donc la pratique et l'interdit de dire l'inceste qui font société. Ce système de violence-silence est un socle fabriquant des subjectivités fragiles, un socle nécessaire dans des sociétés clivées par des dominations et des violences physiques, symboliques, morales. L'inceste est donc à la fois un symptôme et un pilier d'un système de domination plus large.
et il est la conséquence logique du statut des enfants dans le système patriarcal. Si on réfléchit au système patriarcal comme la conséquence du système du pater familia de la Rome antique. Le pater familia, il est propriétaire de ses terres, de ses animaux, de ses esclaves, de ses enfants et de ses femmes. Il a donc tous les droits qu'un propriétaire a sur l'objet de sa propriété. Et peut-être que la propriété la plus absolue, c'est la propriété de ses enfants, parce que c'est lui qui les a fabriqués. Et cette propriété absolue, c'est une propriété d'usage et c'est une propriété de destruction. On a un droit de faire usage de ces enfants jusqu'à les détruire parce que, quoi qu'il arrive, on les a créés, on leur a donné la vie. Donc, à partir du moment où on pense l'enfant comme relevant d'un système de droit de propriété, alors l'inceste participe du droit et ne vient pas le subvertir. Dans la modernité, en France par exemple, on n'a plus dans le droit la propriété parentale qui a été transformée en autorité parentale. Mais le changement de terme ne permet pas de penser un véritable changement dans la relation. Et on retrouve ça dans le vocabulaire, par exemple, on parle souvent d'abus sexuels sur les enfants, ou d'abus. L'abus suppose un droit d'usage. On ne peut penser l'abus que si on pense un droit d'usage. Donc on ne peut pas penser les violences sexuelles sur les enfants au même titre qu'on pense l'abus d'alcool. Et dans la pratique, je trouve qu'on le retrouve dans les enjeux de garde. Qu'après un divorce, l'enjeu de la garde des enfants peut être un enjeu vers quel propriétaire, parmi ces deux propriétaires, lequel va garder, comme on divise les biens, les maisons, et qui va avoir la garde des enfants. Et dans ces enjeux de garde, dans la manière dont ils sont perpétués, on peut poser la question de la considération de l'enfant comme une personne. Donc, l'inceste, comme on l'a dit, il est normé. Il vient d'un système de normes patriarcales qui place les enfants dans une situation d'objet, mais il est aussi normatif, selon moi. L'inceste est éducatif. Et c'est ce qui fait la particularité de l'inceste. C'est que c'est une violence sexuelle commise, et souvent répétée, par un aîné qui a un rôle éducatif. Et tout ce qu'un adulte éducateur fait est éducatif. Ça, on en a une compréhension assez simple dès qu'il y a des enfants. On voit bien qu'ils font ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que tout ce que fait l'adulte éducateur, qu'il ait un rôle éducatif direct ou indirect, va participer de la manière dont l'enfant se construit et dont l'enfant va agir. Si on veut interroger ça plus en philosophie, le philosophe de la modernité qui a pensé la pédagogie, c'est Rousseau. Et le pédagogue de l'Émile est quelqu'un qui a une connaissance absolue de tout ce que fait Émile et qui maîtrise absolument tout ce qu'il dit, tout ce qu'il entend, toutes les personnes qu'il va rencontrer. Pourquoi ? Parce qu'il sait bien que chacune de ces rencontres, rien que le fait d'entendre une conversation entre deux personnes, va participer à construire Émile, va être éducatif. Donc la violence commise par un éducateur, elle n'est pas comme une violence commise par un inconnu, parce qu'elle rentre dans tout ce que l'éducateur apprend à l'enfant. La violence que commet l'éducateur sur l'enfant ou devant l'enfant est donc éducative. Elle lui enseigne qui est le fort et qui est le faible, à qui obéir et qui écraser. On trouve ici la place des enfants témoins également, qui voient un enfant annihilé et qui savent que personne ne vient l'aider. Ils apprennent donc à ce moment-là de quel côté se placer. Ils savent que si c'est eux qui sont victimes de violences, personne ne viendra non plus les aider. Je me permets une parenthèse, dans les familles incestueuses, souvent il y a beaucoup de violences sur les animaux. Et cette violence-là, par contre, elle est publique, elle peut avoir lieu quand les voisins sont là, etc. Et c'est une manière toujours de performer la violence et de montrer que celui qui est violent, le dominateur, a tout droit et que personne ne lui dit rien. On peut également penser l'inceste comme une forme d'éducation comparable au dressage, parce qu'il va modifier les tendances premières de l'enfant, leur perception d'eux-mêmes,
avec des mécanismes forts engendrant la peur et tout ce que ça va entraîner chimiquement dans le cerveau et dont Marion vous parlera avec plus de précision que moi. Dans cette éducation, quand on apprend à être une victime, à se taire et que personne ne va nous aider, on apprend à détourner son attention de soi-même et à tourner entièrement sa conscience vers l'extérieur et pour survivre, tourner entièrement son attention vers l'agresseur. C'est ce que Elsa Dorlin appelle la constitution d'une subjectivité de proie. Quand je me construis en tant que personne, je ne me construis pas en tant que personne, mais en tant que proie qui doit toujours faire attention à la possibilité d'une agression, qui doit toujours être sur ses gardes. Cela prend la forme d'une expertise que Dorlin nomme le dirty care. Le care, c'est la tendance aux soins, souvent présente chez les femmes, la tendance à prêter une attention aux soins de chacun, faire attention à ce que tout le monde aille bien, anticiper les éventuels besoins, toujours avoir tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens, etc. Le dirty care, le sale care dont parle Dorlin, c'est la conscience continue des individus considérés comme dangereux, le fait de les connaître et d'en être expert. À quoi sert cette expertise ? Elle sert à éviter la crise. En connaissant tout ce qui peut mettre en colère l'agresseur, on va continuellement anticiper la crise et éviter dans les circonstances, dans tout ce qu'on peut changer, dans tout ce sur quoi on va agir, qu'il arrive à un état de colère. Donc, comme je ne peux pas agir sur cette colère, je vais juste tenter d'adapter continuellement l'environnement pour éviter la crise. Je vais vous donner un exemple du dirty care avec quelque chose que j'ai travaillé récemment. Moi, comme beaucoup de personnes qui ont subi de l'inceste, je fais des crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, jusqu'à assez récemment, j'avais tendance à m'en rendre compte très tard, quand la crise est déjà bien là et que je n'arrive plus du tout à respirer. Et pourtant, j'ai une attention très importante à la manière de respirer les personnes de mon entourage. Si jamais dans la pièce, si on n'est pas nombreux, quelqu'un change sa manière de respirer, je l'entends, je le sens et ça m'alerte. Est-ce que la personne est en détresse? Est-ce que la personne risque de se mettre en colère? J'ai une alerte tout de suite, une écoute continue des manières de respirer des autres. Mais alors moi, par contre, je me rends compte qu'il y a un changement dans ma respiration seulement au moment où la crise est déjà trop élevée pour que je puisse la résoudre avec des exercices de respiration, de la visualisation positive. Et donc c'est tout un travail de se séparer de cette manière dont on a été éduqué, mais aussi dont on a été dressé, pour concentrer son attention sur soi, sur sa manière de respirer, sur ses émotions, sur ses ressentis. Donc l'inceste, en ce qu'il constitue des subjectivités de proie, toujours alerte à l'agresseur, et n'imaginant pas la possibilité de se tirer hors du statut de proie, est une clé de voûte assurant la solidité d'une société fondée sur des rapports de domination. Donc évidemment, quand on a un pourcentage assez important de la population qui a été complètement zombifiée par les violences, qui n'est pas capable de se penser comme une personne ayant des droits, c'est facile de lui marcher dessus. Donc pour conclure sur cette petite partie, on a dit que l'inceste était normé, qu'il était normatif et qu'il était banal. On peut donc dire que l'inceste est normal dans notre société. Il correspond au système politique, économique et au système de pensée. Bon, là, la petite perspective qu'on peut poser, et la raison pour laquelle on est là ce soir, c'est que ça peut changer. Et justement, l'éducatif, ça évolue. Ça évolue en fonction de comment on éduque nos enfants. Et c'est pour ça que c'est un sujet qu'il faut aborder aussi avec optimisme. Je te laisse la parole, Marie. Il est clair que l'éducation est au cœur de nouvelles perspectives pour lutter contre la perpétuation de l'inceste et des violences sexuelles en général. Alors, après s'être attelé à la question des fondements sociaux du système inceste, nous allons maintenant nous intéresser aux processus psychosociaux à l'œuvre dans la mécanique de l'inceste. Tant sur le plan interindividuel, c'est-à-dire du côté des auteurs que des victimes, que sur le plan plus sociétal. Alors, première grande question. Quels processus sont sous-jacents au passage à l'acte et quelles sont les stratégies mises en place par les auteurs d'inceste? Statistiquement, on a tous rencontré des incesteurs.
Et généralement, ils ne correspondent pas à l'image que l'on se fait d'eux, c'est-à-dire un monstre. Les auteurs d'inceste sont, je l'ai dit tout à l'heure, majoritairement des hommes. Donc selon le sondage Ipsos, c'est 96% d'hommes contre 4% de femmes incesteuses. L'incesteur est donc un homme lambda, souvent hétérosexuel d'ailleurs. Et le plus souvent, ça je tiens à le préciser, à le dire et à le crier s'il le faut, il ne s'agit pas de pédophilie. Il n'y a pas forcément de désir sexuel pour les enfants chez les auteurs d'inceste. Dorothée Ducy, dont Nina a parlé tout à l'heure, parle de viol d'aubaine, avec un désir non pas de type sexuel, mais a priori, mais plutôt un désir d'écrabouillement de l'autre. Le principe étant de se servir si l'enfant se trouve à disposition pour assouvir un besoin sexuel, c'est plus facile. Alors, l'inceste est basé en premier lieu sur donc un processus de réification et de déshumanisation des victimes. Donc Nina t'en a suffisamment parlé. Donc l'enfant est considéré comme un objet sexuel à disposition. Plus encore, il est considéré comme étant la propriété de l'incesteur. Cette logique intériorisée par l'auteur prend racine dans les normes sociales. L'enfant n'est pas perçu comme une personne à part entière, mais plutôt comme le prolongement du parent, ou de la famille, ou de la communauté, comme ce qui lui appartient et ce qui lui est dû. L'auteur d'inceste recherche la jouissance au travers de la destruction de l'autre. Il ne s'agit pas donc d'une jouissance d'abord sexuelle, mais de la jouissance de rendre l'autre objet, de le réduire à un seul corps, un corps sur lequel il a les pleins pouvoirs. C'est donc avant tout une recherche de domination totale sur le corps et sur l'esprit de l'enfant. Ce qui sous-tend le passage à l'acte, c'est donc la volonté de détruire l'autre au travers d'un processus d'annihilation de sa dignité et de sa liberté humaine. L'inceste s'apparente à un meurtre psychique, puisqu'il s'agit pour l'auteur de détruire la subjectivité de l'enfant, d'anéantir ce qui fait de lui un être humain et non pas un objet. Les violences incestueuses ne sont pas des violences agies sous l'effet d'une pulsion sexuelle. On a ce mythe-là et pourtant il faut déconstruire ce mythe. Ce sont des violences réfléchies, planifiées. Il y a des modes opératoires, des stratégies mises en place. L'auteur d'inceste sait très bien que ce qu'il fait est mal. Et pourquoi ? Il sait qu'il transgresse la loi et qu'il s'agit de violence, car pour passer à l'acte, il crée l'opportunité, il crée l'occasion et il se cache. Il manipule l'enfant pour le garder sous contrôle et sous silence, et il manipule aussi l'entourage familial en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Au cas où il se ferait prendre, ils élaborent déjà un système de négation ou de justification du passage à l'acte. Pour passer à l'acte, il faut pouvoir s'assurer d'une certaine sécurité. Ces violences, elles se font sous couvert d'un sentiment d'impunité, de légitimité. L'impunité globale face aux violences sexuelles faites aux enfants qu'on trouve dans la société favorise fortement le passage à l'acte. Tout comme les processus sociaux d'invisibilisation du phénomène au travers du silence et du déni social, ainsi que l'ancrage structurel et systémique des violences sexuelles. Autrement dit, l'auteur ne se sent pas particulièrement angoissé par d'éventuelles sanctions sociales, par exemple l'exclusion familiale, ni même par d'éventuelles sanctions judiciaires. L'emprise. L'emprise psychologique est un concept qui est souvent utilisé dans le cadre de violences conjugales. Dans le cadre de l'inceste, l'auteur il met en place des stratégies d'emprise à l'endroit de l'enfant. L'emprise, là, ici, il s'agit d'une entreprise emprise qui se rapporte au processus et aux stratégies mises en place par l'auteur pour faire de l'autre son objet, sa chose. L'emprise est un concept clé pour comprendre ce qui est à l'œuvre dans les violences sexuelles faites aux enfants.
La psychiatre, le docteur Salmona, spécialisé dans le domaine des violences sexuelles, définit l'emprise comme un processus de colonisation psychique qui a pour conséquence d'annihiler toute volonté. Ce qui sous-entend une volonté de toute puissance de l'autre, au travers d'un conditionnement et d'une négation de la personne en tant que personne. C'est une appropriation et une domination de l'autre. Et bien évidemment, cette emprise psychologique favorise le passage à l'acte. Entre un enfant et un adulte, la relation est profondément asymétrique. L'enfant est toujours vulnérable face à un adulte. Mettre en place une relation d'emprise, ça prend du temps et ça demande de la réflexion. L'auteur va créer, nourrir une relation d'hyperdépendance. Dans une relation d'enfant à adulte, c'est toujours une relation de dépendance, qu'elle soit affective, financière ou tout simplement hiérarchique. L'incesteur prend beaucoup de place dans cette relation et au sein de la famille. Il cherche à obtenir la confiance de l'enfant. Il cherche à se rendre d'autant plus indispensable qu'il ne l'est déjà auprès de l'enfant et au sein de la famille. Cette relation d'hyperdépendance va induire l'isolement croissant de l'enfant victime et entraîner chez cet enfant un conflit de loyauté, une peur terrible de décevoir ou de trahir l'adulte en parlant des faits vécus et subis. Dans un tel contexte, l'enfant ne peut pas dire non ni se défendre. La dépendance et l'emprise passent également par la création d'un sentiment de redevance, la création d'une dette chez la victime. L'auteur va rendre des services, faire des compliments, avoir des petites attentions, faire des cadeaux pour que l'enfant se sente redevable, conciliant, préparé à obéir, à faire plaisir et à garder le silence. L'emprise se construit aussi autour d'une confusion permanente pour la victime, et ce sur différents plans. L'auteur va progressivement imposer une proximité, être de plus en plus intrusif, entretenir une confusion des limites et des rôles dans la relation. Avant un passage à l'acte, l'auteur instaure une ambiance incestuelle, par exemple en normalisant des comportements ou des propos inappropriés et sexualisés, par exemple prendre des photos de l'enfant nu, être particulièrement tactile avec cet enfant, parler de sexe devant lui ou lui montrer des contenus pornographiques. L'auteur peut aussi adopter un comportement imprévisible, en soufflant sur le chaud, sur le froid, un comportement finalement instable sur le plan émotionnel et réactionnel. Par exemple, passer d'un état très doux, puis l'instant d'après devenir très agressif vis-à-vis de l'enfant, ou encore être très attentionné, puis l'instant d'après être tout à fait désintéressé. Cette instabilité peut entraîner chez l'enfant une hypervigilance, comme l'a dit Nina, une soumission pour se protéger de la menace potentielle. Le maintien de l'enfant dans la confusion passe également par les mots, le langage utilisé par l'agresseur, concernant par exemple les violences. Il va lui dire que c'est un câlin, qu'il s'agit de gestes de tendresse, de gestes d'amour. Il y a là un processus de normalisation des faits pour brouiller l'esprit, pour l'empêcher de réaliser la gravité des violences subies. L'auteur, par ailleurs, favorise une forte confusion autour de la notion de responsabilité, de la notion de culpabilité vis-à-vis des faits. Il fera en sorte de se déresponsabiliser et de culpabiliser l'enfant pour le maintenir dans le flou, dans la honte et dans le silence. Le processus de silenciation est un élément fondamental, une stratégie fondamentale dans l'entreprise-emprise. L'auteur peut user de menaces, de peur ou tout simplement de chantage affectif pour garder l'enfant sous contrôle et sous silence. L'enfant, pour se protéger, n'a pas d'autre choix que de garder le silence. Et d'ailleurs, la menace qui pèse sur l'enfant est toutefois particulièrement réelle. Si l'enfant révèle l'inceste, il y a un risque d'effondrement, de bouleversement de l'ordre familial. Si l'enfant révèle l'inceste, il risque l'exclusion
le rejet ou simplement le déni du côté des autres membres de la famille à qui il a pu parler. Trop souvent encore aujourd'hui, l'enfant n'est pas cru quand il parle. Et la plupart du temps, il y a pour maintenir l'ordre familial une protection familiale de l'incesteur, un maintien de sa place au sein de la famille et une silenciation ou exclusion de l'enfant victime. Finalement, le silence maintient l'ordre établi et c'est la révélation de l'inceste qui s'avère insupportable plutôt que l'inceste lui-même. Et ce, à la fois dans le cercle familial et sur le plan sociétal. Le sondage Ipsos dont je vous ai parlé tout à l'heure a révélé qu'en moyenne, les victimes parlent pour la première fois de ce qui leur est arrivé 16 ans après les faits. Et globalement, la révélation intervient dans un cercle en dehors du cercle familial. La majorité du temps, cette parole n'est pas accueillie comme il se doit, que ce soit par des proches ou par des professionnels. En somme, dans le cadre d'une relation d'emprise incestueuse, l'enfant est maintenu dans la dépendance, dans la confusion, dans l'impensable et dans le silence. Et malgré des sensations de très grand mal-être, il n'a pas forcément les mots pour le penser, pour penser les violences, pour penser la souffrance, et les mots pour le dire. Il n'a pas non plus forcément les capacités de comprendre la normalité et la gravité des violences subies. Alors, quand il y a révélation, les auteurs vont mettre en place, comme j'ai dit tout à l'heure, des stratégies de négation ou de justification du passage à l'acte. Ces procédés sont légitimés socialement, puisqu'il s'agit des stratégies utilisées plus largement à l'échelle sociale ou sociétale pour nier, minimiser ou justifier les situations de violence sexuelle. On peut regrouper ces justifications en 3 grandes catégories. La première, la négation totale de la parole de la victime. Il ne s'est rien produit. Il s'agit d'une invention, d'une accusation à tort. Donc, cette justification, elle est très très souvent utilisée dans le cadre des violences sexuelles faites aux enfants, puisque les enfants sont largement considérés comme des menteurs et des affabulateurs, voire pervers. Le deuxième type de justification, c'est la négation partielle de la parole. Il s'est bien passé quelque chose, mais ce n'est pas un viol, elle était consentante. Il s'agit là d'une minimisation des faits et d'une présomption du consentement de la victime. Cette justification est très, très régulièrement utilisée dans le cadre des violences sexuelles faites aux femmes. On a un troisième type de justification, de négation du passage à l'acte, c'est l'inversion totale de culpabilité. Elle l'a bien mérité, elle est responsable de ce qui s'est passé, avec une forte déresponsabilisation de l'auteur et une forte culpabilisation de la victime. On échange les rôles, on renverse les rôles. Alors, quelles conséquences psychologiques pour les victimes d'inceste ? Les violences sexuelles faites aux enfants ont de multiples conséquences pour les victimes, et ce tout au long de leur vie et dans toutes les sphères de leur vie. L'inceste sous-tend la répétition de violences sexuelles dans le temps ainsi qu'une forte emprise psychologique. Il s'agit d'un attentat intime qui intervient pendant le développement psycho-affectif et psychosexuel de l'enfant. Ces violences engendrent un traumatisme particulièrement complexe aux multiples répercussions sur le plan psychique et physique, entre autres. Le traumatisme, c'est l'empreinte que les violences ont laissée sur l'esprit et sur le corps. C'est une trace qui influence grandement la façon dont on va s'y prendre pour survivre dans le présent. Et ce qui fait traumatisme, c'est la rencontre avec la mort, bien que symbolique dans le cadre des violences sexuelles. Ces violences engendrent un sentiment de peur intense, d'horreur et d'impuissance. Le traumatisme, en d'autres termes, c'est la non-extinction de la peur extrême, de l'angoisse de mort.
Les symptômes de stress post-traumatique ou du vécu traumatique sont nombreux et peuvent recouvrir des phénomènes d'intrusion, par exemple le fait de revivre des scènes, d'avoir des flashbacks, de faire des cauchemars, des phénomènes d'hypervigilance, donc, qui rejoint la notion de dirty care développée tout à l'heure par Nina. L'hypervigilance, c'est le système nerveux est toujours en alerte, il y a des réactions de sursaut, on va hyper-analyser pour éviter la crise ou le danger. Il y a des troubles du sommeil et un épuisement nerveux. On a aussi des conduites d'évitement, que ce soit un évitement psychique des souvenirs, des pensées ou des émotions associées au trauma, ou des conduites d'évitement des stimuli associés, des personnes, des activités, des lieux, des situations, tout type. On risque des altérations de l'humeur avec de l'irritabilité, de la colère, un état émotionnel négatif, de la détresse, de la perte d'intérêt et de plaisir pour les activités habituelles, un détachement émotionnel et une altération des cognitions avec des troubles de la mémoire, dans le cadre de l'inceste, de l'amnésie traumatique, partielle ou totale, des troubles de concentration, d'attention et des perceptions, croyances négatives sur soi, les autres et le monde. Ce traumatisme peut engendrer des troubles de l'humeur tels que la dépression et pouvant aller jusqu'au suicide, des troubles anxieux, des troubles de la conduite alimentaire, des conduites addictives, des comportements à risque et des troubles dissociatifs. Il y a aussi de nombreuses corrélations avec des gros problèmes de santé physique cette fois, de l'hypertension, du diabète, des pathologies cardiovasculaires, des problèmes gastro-intestinaux, une baisse générale du système immunitaire, des infections, des douleurs chroniques, etc. Bref, c'est un joli panel de symptômes. L'inceste, donc, je l'ai dit tout à l'heure, survient alors que l'enfant est en pleine construction de ses bases identitaires. Et l'inceste va ainsi ébranler son développement jusque dans ses fondements. Les violences vont entraîner des ruptures fondamentales et profondes chez l'enfant dans son rapport à lui-même, dans le rapport aux autres et dans son rapport au monde. Sans un accompagnement adapté et de préférence précoce, les victimes d'inceste tentent désespérément de survivre dans un état de chaos existentiel, de désorganisation psychique, de confusion identitaire, soumise à l'horreur et au non-sens absolu des violences. La majorité des victimes d'inceste témoignent d'un sentiment très fort de honte et de culpabilité vis-à-vis des violences subies. Il y a une confusion importante sur la notion de responsabilité et de la gravité des actes. C'est pourquoi il est particulièrement difficile pour les victimes d'inceste de parler et de s'extraire de ce système silence qui leur a été imposé. Il peut être également très difficile pour les victimes de se penser victime, de se dire et de se vivre comme étant une victime de telles horreurs. C'est pourquoi les personnes victimes ont tendance à minimiser les faits, voire à les nier et à s'en rendre responsables et coupables. Sans un accompagnement adapté, le vécu traumatique de l'inceste peut représenter un facteur de risque de passage à l'acte. Selon les études, entre 30 et 70% des auteurs de violences sexuelles sur enfants ont été victimes également quand ils étaient enfants. Ce vécu peut être aussi un facteur de vulnérabilité, c'est-à-dire le risque de subir de nouveau des violences au cours de la vie. Bien que le système inceste soit ébranlé par les mouvements sociaux comme MeToo ou inceste plus récemment, et les avancées actuelles sur le sujet, un système se défend toujours pour continuer d'exister tel qu'il est. Les impasses et les résistances de ce système face à la réalité du phénomène prennent racine dans ce caractère impensable et indicible que l'on peut critiquer, qui est véhiculé dans la société. On ne veut pas voir l'horreur de la réalité. Ces résistances prennent aussi racine dans la forme d'omerta à propos de la vie privée et familiale des individus. Il y a une protection de la sphère privée, il y a une séparation entre sphère privée et sphère publique, entre l'intime et le public, avec une sacralisation du privé et de la propriété individuelle.
On ne veut pas voir ni entendre ce qu'il se passe au sein des foyers. Et pourtant, l'inceste est bien un phénomène social au carrefour de l'intime et du politique. Le système résiste fortement au travers de l'invisibilisation et de la légitimation sociale des violences, du déni social et de la perpétuation de l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Et quant aux victimes de ces violences, elles vivent un véritable parcours du combattant dans leur parcours de reconstruction psychique. Les victimes d'inceste subissent de nombreuses survictimations, c'est-à-dire le fait de rajouter du trauma au traumatisme initial, associé à toutes ces fois où elles ne sont pas entendues, où elles ne sont pas écoutées, crues et soutenues comme il le faudrait. Elles font d'ailleurs face à de trop nombreux professionnels de différents secteurs, que ce soit du médico-social, du psychologique ou du juridique, qui par méconnaissance ou autre ont des réactions parfaitement inappropriées. Continuer d'interroger la perpétuation de ce système-là, moi je voudrais vous parler des biais dans le discours, et notamment dans le média. Une des raisons pour lesquelles l'inceste perdure, c'est qu'il est difficile à penser et qu'il est difficile à dire parce qu'on a une vraie carence dans le langage et que sans langage, il est bien difficile de penser. Ça amène aussi... Cette absence de langage, elle est partiellement due au fait que ce ne soit pas un sujet abordé dans la recherche, ou alors très peu abordé et abordé en creux. On revient à notre problème de vocabulaire, même si on travaille, on écrit un article sur l'inceste, de quoi va-t-on parler? Est-ce qu'on va parler d'endogamie? Est-ce qu'on va parler de violences sexuelles sur mineurs? Est-ce qu'on va parler de tabous, de silence? Voilà. Ce manque de vocabulaire rend très difficile la réflexion, le travail et la construction d'une pensée. D'où l'utilisation par de nombreuses associations ou par des chercheurs de néologismes. Voilà, on a des personnes qui assument l'usage de néologismes, ce qui est quand même assez compliqué dans le monde de la recherche, d'inventer son propre vocabulaire en termes de communication de la pensée. Ce manque de vocabulaire, il amène à des confusions, à des difficultés à penser, et ça c'est particulièrement le cas pour les enfants. Je fais un petit pas de côté, mais il est très difficile pour les enfants de penser et dire l'inceste, parce que le seul moment où on en parle, c'est dans le programme d'histoire de 6e, quand on parle des pharaons qui se mariaient avec leurs sœurs. Ça n'a rien à voir avec les violences sexuelles. Donc même l'entrée dans ce vocabulaire-là n'a rien à voir avec sa réalité actuelle. Cette confusion-là, elle se retrouve dans les médias, et notamment les médias d'information. Les médias d'information, quand ils parlent d'inceste, ont tendance non pas à en parler comme un fait général, mais plutôt à parler de faits individuels qui sont arrivés à une personne qui les révèle. À ce moment-là, les médias dits d'information ont tendance à quitter leur rôle d'information et à entrer dans une dynamique où ils vont commenter quelque chose de privé, quelque chose qui relève de la sphère privée en utilisant le vocabulaire de la sphère privée. Et puis, il va y avoir une tendance à décrédibiliser la parole de la victime, à chercher des conséquences atténuantes, à chercher des moyens de supposer que ce n'est pas arrivé, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à vivre, c'est moins douloureux. Donc on a un doute constant, un mais, et puis, vous l'avez remarqué, un grand mésusage du principe juridique de présomption d'innocence. C'est très rarement le vocabulaire de la violence qui est mobilisé. Je me rends compte qu'il y a une évolution très importante, et particulièrement ces dernières années, on en discutait, on voit même entre, si on parle des violences sexuelles sur mineurs dans le cinéma, entre la médiatisation des révélations d'Adèle Haenel et la médiatisation des révélations de Judith Godrèche, on a déjà une évolution dans la manière d'en parler, dans la manière de croire la personne, de lui apporter un soutien, même si, on l'a vu, il y a quand même de la violence, de la remise en question, de l'absence de consentement, etc. En fait, souvent, dans les médias dits d'information, l'inceste est traité comme scandale. Et le scandale, le fait de parler du scandale, ça participe au système. Alors ça peut sembler un peu contre-instinctif parce qu'on a dit que le système c'était
ne pas parler des violences, dénier leur existence, et finalement, en parler sur le registre du scandale, ça fait aussi partie du système. Parce que le scandale, on est presque dans du théâtre. On va fabriquer un masque, un rôle, une figure de l'agresseur, de l'incesteur, qui va être stéréotypé. Et on va fabriquer un masque, une figure de la victime qui va aussi être stéréotypée. En regardant 7 à 8 et un témoignage de violence incestuelle qui correspond tout à fait au stéréotype, on va ressentir de la tristesse, de l'empathie pour la victime, ce qui va nous faire nous dire qu'on est vraiment une bonne personne, et on va ressentir de la colère envers l'agresseur, ce qui va aussi nous faire nous dire qu'on est une bonne personne. Et comme ça, ce traitement médiatique comme scandale, il va nous amener à, en tant que société, se dire c'est arrivé dans la sphère du privé, on en parle comme par le trou d'une serrure et on ressent les bonnes émotions, tout va bien. Dans la réalité, aucun incesteur ne correspond à cette figure, aucune victime ne correspond à cette figure. Et le traitement comme scandale, ces figures, elles vont participer à décrédibiliser la victime qui n'est pas assez victime, pas assez triste, pas assez jeune, pas assez femme, pas assez mince. Vraiment, on est vraiment dans des critères de figures très, très stéréotypés. Et voilà, on voit bien comment l'agresseur n'est pas monstrueux parce que c'est une personne qui travaille, qui a une vie sociale et donc qui ne correspond pas à ce qu'on peut voir dans le traitement comme scandale. Dans ce traitement dit d'information, on reste vraiment dans le domaine du privé et c'est comme si on regardait par le trou d'une serrure. On ne va pas commencer à mobiliser des manières de penser et des manières de parler qui amènent ce sujet dans l'ordre du politique. Et malheureusement, c'est le cas aussi quand on parle d'inceste à partir de statistiques, ce qui arrive de plus en plus ces dernières années. On présente alors l'inceste comme un phénomène très important, comme un phénomène diffus, et en ce qu'il est vraiment très important et qui touche tout le monde et qu'il est diffus, on a l'impression qu'on ne peut absolument rien y faire. Donc dans le scandale, on ne peut rien faire non plus à part pleurer derrière le trou de la serrure. Et puis quand on est face à des données statistiques, on se dit aussi que c'est trop diffus, qu'il n'y a pas d'ancrage dans le réel et qu'on ne peut pas agir. C'est un phénomène qui reste presque dans l'abstrait parce qu'il a lieu trop souvent. Et lorsqu'on traite donc ces données statistiques, ce qui pourrait nous permettre de penser une action, c'est le passage à un vocabulaire et à un mode de pensée dans du politique. Mais comme on l'a très peu fait dans notre histoire, ça demanderait beaucoup de temps. Là, par exemple, il nous faut beaucoup de temps pour vous en parler, et ce n'est pas du temps qui se trouve dans les médias dits d'information. En tout cas, dans les deux extrêmes, le scandale du trop près et la donnée statistique du trop loin, ça amène à penser les violences comme une fatalité sur lesquelles on ne peut pas agir, et ça rassure dans notre position d'inaction. On trouve également dans les médias d'information une dynamique du bouc émissaire. On le retrouve aussi beaucoup dans le langage commun. Donc voilà, on crée un monstre qui va catalyser en catharsis tous les affects d'une communauté et qui va nous rassurer sur notre moralité avec une condamnation exemplaire. Voilà. Dans les médias qui peuvent être intéressants à analyser, il y a les réseaux sociaux. On a été marqué par le hashtag #MeTooInceste qui a permis à énormément de personnes de témoigner très rapidement et de se reconnaître, de se retrouver, de se rendre compte qu'elles faisaient partie d'un nombre, qu'il y avait d'autres personnes dans la même situation, de mettre en lumière des vécus similaires, de sortir d'un sentiment de solitude et d'isolement. À ce moment-là, on ne sort pas non plus du vocabulaire du privé, mais en même temps, c'est pas ce qu'on attend de personnes qui se racontent leur vécu et se reconnaissent dans le vécu des autres. Comme c'est sur un réseau social, ça amène aussi la possibilité latente de faire l'objet de harcèlement, que la parole soit récupérée, que la parole soit critiquée, ce qui est quand même régulièrement le cas. Un autre média qui est intéressant, ce serait comme manière de penser, de s'ancrer dans le réel, ce serait le média artistique. Je pense qu'on pourrait imaginer des formats artistiques qui permettent de parler d'inceste,
Et là, on aurait une attente peut-être moindre en ce qui concerne l'usage de vocabulaire politique ou de penser en système, parce que le but de l'art, c'est de faire sentir des émotions, contrairement aux médias d'information, qui risquent de proposer du divertissement et passent à côté d'une de leurs fonctions majeures. Et donc l'art, en proposant des émotions fortes à une communauté, pourrait permettre de faire avancer la réflexion, parce qu'on avance aussi avec nos émotions. L'art, on voit bien dans notre histoire qu'il est aussi reconducteur de violence. Hein. Donc maintenant, il passe devant le juge, mais on a quand même beaucoup d'œuvres artistiques qui font ouvrage de pédopornographie. C'est comme ça. Mais on peut imaginer, à l'image du spectacle d'Andrea Bescon, une œuvre artistique qui crée une émotion commune, qui crée une communauté de personnes qui ont vécu cette émotion et qui ouvre la possibilité de penser. Voilà, c'est une piste de réflexion, mais je pense qu'on pourrait trouver un point d'appui dans le média artistique. Donc, toutes les critiques que j'ai faites, je me rends compte que ça évolue quand même, et ça évolue très vite. C'était absolument dramatique dans les années 70, et finalement, en quelques décennies, il y a des choses qui semblaient tout à fait normales à dire dans les médias qui ne le sont plus du tout. Donc on a quand même une évolution, même si on garde des biais dans le discours, auxquels il faut donc faire attention. Et je laisse Marion parler du traitement judiciaire et des biais judiciaires. Vaste projet. Alors, les impasses judiciaires, oui. Il y a des failles, des impasses qui sont importantes dans le traitement judiciaire des violences sexuelles faites aux enfants. Dans une interview sur France Culture, datant de janvier 2021, Muriel Salmona a dit à propos du traitement judiciaire de l'inceste: plus les enfants sont jeunes, plus les actes sont gravissimes, atroces et nécessitent d'être traités par la justice, moins ils vont être traités. Ça pose le cadre. Alors, pour rappel, selon le rapport de la Civis, 30% des victimes de violences sexuelles lorsqu'elles étaient enfants ont porté plainte. 70% des plaintes sont classées sans suite. Et pour finir, seuls 3% des auteurs d'inceste sont condamnés. La grande majorité des viols sur mineurs, définis à la base comme des crimes, sont correctionnalisés et requalifiés en délit d'atteinte sexuelle. D'ailleurs, cette requalification a été légitimée par la loi Schiappa-Belloubet en 2019, qui a instauré la correctionnalisation des viols sur mineurs et des viols incestueux avec le délit d'atteinte sexuelle. Dans le judiciaire, il existe des difficultés fortes de définition et de qualification de l'inceste. L'inceste n'est pas considéré comme une infraction à part entière, mais comme une circonstance aggravante d'un viol ou d'une agression sexuelle. Donc, malgré des avancées ou des tentatives de changement, le droit n'est pas adapté, pas suffisamment à la spécificité d'un tel phénomène, et notamment des conséquences psychiques des violences incestuelles sur les victimes. Par exemple, avec la question du délai de prescription au regard de la possibilité de la réalité de l'amnésie traumatique. La méconnaissance globale du phénomène et de ses conséquences pour les victimes participe évidemment au maintien de ce système judiciaire défaillant et aux survictimations dans le parcours judiciaire. Il y a certes, bien évidemment, un manque de moyens financiers et humains au sein des tribunaux, mais il y a également des résistances et des impasses qui sont associées au système judiciaire en lui-même, au paradigme de pensée et au langage du droit français. Le droit français a un fonctionnement et un langage particulier, qui n'est pas toujours adapté à la situation, à la réalité des situations, notamment pour ce qui est des violences sexuelles, et encore plus pour ce qui est des violences sexuelles faites aux enfants. La difficulté principale du traitement judiciaire concernant les violences sexuelles, c'est de statuer sur le consentement ou l'absence de consentement du plaignant ou de la plaignante. Pour autant,
et cela n'arrive que dans la situation des violences sexuelles. Lors d'une procédure pour violence sexuelle ou plus principalement pour viol, il est généralement présumé, a priori, que la victime était consentante et que c'est à elle de prouver qu'elle n'a pas consenti, que c'est à elle de prouver qu'elle n'est pas coupable ni responsable de la situation. On a donc d'un côté des auteurs la présomption d'innocence, hein, qui est fondamentale, hein, je ne viens pas la critiquer. Par contre, je me pose la question de la présomption de culpabilité des victimes dans le cadre des violences sexuelles. Autrement dit, c'est à la victime que revient la charge de la preuve, puisque son consentement est présumé. Il est par exemple rarement demandé aux mises en cause comment il s'est assuré du consentement de la personne ou si cette dernière était en mesure de repousser librement ses demandes sexuelles. Cette inversion de la charge de la preuve, elle est tout à fait spécifique au cadre des violences sexuelles. D'autre part, le droit français est positif, c'est-à-dire qu'il recherche des preuves physiques, des preuves matérielles des infractions pour pouvoir les caractériser comme telles. Malheureusement, les symptômes psychiques des victimes sont très loin d'être considérés comme des preuves du vécu de violence. Évidemment, dans le cas de violences sexuelles, les preuves physiques sont quasiment inexistantes et quand bien même, quand elles existent, elles sont terriblement soumises au débat et au doute également. Concernant plus spécifiquement les violences sexuelles faites aux enfants, la parole de l'enfant est trop souvent remise en cause. Soit il ment, soit il est aliéné par un parent. Lorsqu'un enfant révèle des faits d'inceste de la part de son père à son égard, il arrive souvent que la mère soit accusée d'aliénation maternelle pour se venger du père, dans un contexte de séparation, voire de violence conjugale. Le syndrome d'aliénation parentale est une notion qui a été inventée dans les années 1980 par Richard Garner, qui d'ailleurs tenait des propos favorisant la pédocriminalité. C'est une notion qui est particulièrement controversée et oui, le syndrome d'aliénation parentale tente d'expliquer le rejet d'un parent, en général le père, par un enfant. Ce pseudo-syndrome est régulièrement utilisé dans des procédures judiciaires pour violence conjugale avec enfants ou encore pour violence incestueuse. Et pourtant, cette notion, elle reste bel et bien une appellation polémique sans aucun fondement scientifique. Je vous invite à lire un article de Pierre-Guillaume Prigent et de Gwenola Le Sueur sur cette historique autour du syndrome d'aliénation parentale. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé a statué sur la non-reconnaissance du syndrome d'aliénation parentale dans sa classification internationale des maladies. Son usage donc occulte les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, tant conjugales que sexuelles. Dans l'ensemble, ces impasses et ces résistances à l'œuvre dans la société participent grandement au maintien du système inceste et à la culture de l'impunité. Malgré une libération de la parole, il y a une absence globale de réponses sociopolitiques concrètes et de réformes dans le droit et dans l'éducation. Concernant la prise en charge et la prévention de l'inceste, malgré le discours politique et les évolutions, on est loin de répondre aux attentes et aux besoins des personnes victimes de violences. Merci. Donc pour conclure, on remarque que quand il y a des mouvements pour un changement du système inceste, ça met en danger un socle de notre société. Ça met en danger une manière de former tout un nombre de subjectivités. Et donc ce système, il va avoir tendance à se durcir, à être en réaction, voilà, avoir une expression réactionnaire face au changement. Sachant que c'est un tabou, qu'il y a de la silenciation et que c'est particulièrement difficile d'atteindre le discours public, on note qu'il y a aussi une critique des personnes qui parlent, donc, comme l'a dit Marion, dans l'emprise au sein de la famille, mais aussi socialement, qui peut même parfois, rarement, prendre la forme de critique des personnes qui luttent contre les violences faites aux enfants.
On s'interroge là dans l'actualité face au fantastique travail de la Civise qui a amené sur le débat public la banalité des violences incestuelles, qui a interrogé les manquements des services de justice, des services médicaux, des services sociaux, de la protection de l'enfance, lorsqu'elle formule des recommandations et des critiques, se retrouve dépourvue d'une partie de ses moyens. Ça pose des questions, ça pose des questions d'interprétation. Est-ce que c'est une incapacité pour le législateur de se remettre en question, d'accepter ses torts, ou bien est-ce qu'il y a une volonté ouverte de ne pas traiter ces sujets? Et ça participe de ce système de violence et de dénégation de la violence. On en parle, on met des moyens à la Civise et dès qu'il y a du résultat, on éteint. On retrouve ça aussi avec la loi Chiappa-Belloubet 2019 qui dit on fait cette loi parce que c'est notre priorité de traiter les violences sexuelles sur les enfants. Et puis finalement, dans l'application, on a un retour en arrière. Donc on est vraiment bien dans ce système de dénégation de la réalité de ces violences. On conclut avec une petite bibliographie facile d'accès pour réfléchir un petit peu plus et en vous remerciant pour votre écoute attentive. Eh bien, merci beaucoup. Très beaucoup. Les questions sont ouvertes maintenant. Il y a même un micro. Des questions ou des remarques? L'un et l'autre, l'une et l'autre. Il faut mieux dire des choses comme ça. Ça ouvre. Oui. Une question du coup, c'est comment dans ce système-là, comment dans ce système-là, du coup, enfin voilà, tout ce que vous avez exposé, c'est comment du coup concrètement on protège les enfants dans notre société, quoi. Oui, j'avais par rapport à ça une question très très empirique. C'est et si vous rencontriez quelque chose de ce genre-là dans votre quotidien, vous feriez quoi? Et si vous avez déjà rencontré ça, vous avez fait quoi? Je crois que ça permettrait au mieux de dire la sensibilité de chacun à ce type de phénomène social, d'agression, de meurtre, hein, et de rendre compte au mieux également de la sensibilité à la chose. Hein, puisque Nina a dit et répété à quel point la chose est cachée. Hein, alors jusqu'où est-elle cachée? Est-ce que vous avez été confronté à des expériences de ce type-là? Je sais que vous allez me dire non. Je sais que vous allez me dire, mais je ne sais pas. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes là pour inventer. Et donc, ma question revient à... Et si vous alliez plus en avant dans votre quotidien, dans la mémoire que vous avez de votre quotidien, est-ce que ça n'apparaîtrait pas? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous auriez pu vous dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. Ah là, c'était pas clair. » Vous voyez, c'est ce genre de question de prévention là, que j'ai en tête, hein, par rapport à l'intervention. Je peux ajouter un mot? Bien sûr. Donc il y a la question pratique de comment protéger les enfants aujourd'hui et on peut quand même s'appuyer sur le système juridique et sur le système de la protection de l'enfance. Mais pour moi, pour qu'il y ait un changement véritable, si on veut sortir de ce système-là et vraiment protéger les enfants, un point fondamental, ce serait l'ouverture de la famille. C'est de ne plus considérer la famille comme une sphère privée, qui est un peu une zone de non-droit, qui est la zone de criminalité la plus importante de la société, mais d'ouvrir la famille en laissant les droits à l'intérieur, en n'en faisant pas une sphère aussi distincte du reste, aussi fermée. C'est large, pratiquement, je ne sais pas exactement comment on va faire, mais je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faudrait réfléchir. Oui, j'ai rajouté un mot. Par rapport à l'habitude. Vous avez tous entendu parler de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant.
tous. C'est la plus grande falsification qu'on puisse connaître. L'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant n'a comme objectif que de défendre le patrimoine des parents. Patrimoine dont chacun des parents a l'autorité. Donc, vous voyez l'intérêt de l'enfant. C'est dans quelle mesure les parents vont réussir à maintenir une partition de leur autorité sur le patrimoine qui est le leur. Et c'est à ce titre-là, c'est par là que s'envolent, s'oublient les paroles des enfants. C'est par là que les enfants ne sont pas écoutés, que ce soit par les psychologues ou par les magistrats. On trouve de tout. C'est par là qu'ils sont pas écoutés. Parce que le concept permet de ne rien entendre de ce côté-là. Si vous allez au Québec, c'est différent. Parce que là-bas, l'enfant n'est plus considéré comme un objet, mais comme un agent, comme un actif de son présent et de son devenir. Et dans ce cas-là, il a des droits différents de ce qu'il y a en France. Là-bas, l'enfant n'est pas un patrimoine. Chez nous, il est toujours un patrimoine. Oui. Moi j'ai une question, c'est plutôt au sujet de la parole de l'enfant. C'est-à-dire, vous l'avez dit, l'enfant aujourd'hui il n'a pas les mots forcément pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir le dire et le présenter à du moins un adulte en qui il a confiance. C'est comment aujourd'hui favoriser la parole de l'enfant, par quels outils, par quel biais passer pour favoriser la parole de l'enfant, et ce en fonction de son âge aussi, parce que on ne va pas utiliser les mêmes outils, j'imagine, en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, au-delà de la parole, déjà, première chose, il y a les symptômes. Il y a tout un ensemble de symptômes qui viennent parler à la place de la parole elle-même. Et ça, je trouve qu'on est dans un système où on ne voit pas ces symptômes-là. Donc là, il nécessiterait des actions de formation, de sensibilisation, de prévention pour pouvoir repérer ces symptômes-là. Concernant les outils, alors, ce qui me tient à cœur, c'est la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et ce, dès le plus jeune âge, pour pouvoir apporter à ces enfants, quel que soit leur âge, la possibilité de mots, notamment de mots sur leur partie du corps. Voilà. C'est vraiment, moi je ne vois que ça à l'heure actuelle. Sinon, il y a tout un tas d'outils qui existent aussi, et ce pour tous les âges, même à l'heure actuelle, pour les professionnels, psychologues, médecins, qui permettent de venir pallier à cette absence de mots. Cela dit, la première des choses, c'est d'aller au-delà de cette parole. Et à savoir aussi, c'est que la réalité, c'est qu'un enfant, il parle. Un enfant, il parle. Il va dire à sa façon, papa m'a fait mal, il va montrer, etc., etc. Donc il ne va pas dire j'ai vécu des violences incestuelles, non, il parle, il va le dire à sa façon, et si on est attentif, on le voit. Ce qui se passe réellement, c'est plutôt de l'ordre de la silenciation. C'est qu'on va mettre le couvercle dessus. On va dire non, qu'est-ce qu'il raconte, tonton, il n'a pas dû faire ça. Voilà. Donc en fait, l'enfant, il parle. Que ce soit au travers de ses symptômes ou au travers de ses mots. Il suffit juste que nous, on apprenne à les voir et à les entendre véritablement. Même quand bien même on n'a pas envie d'entendre ce qui est dit. Je me permets de rajouter quelque chose. Merci Marine. Donc je pense en effet qu'il est important d'apprendre à tous les enfants à parler de leur corps, à être capable, même si ça n'empêche pas que parfois la forme que ça prend, c'est je déteste aller me balader dans la forêt. Ça peut prendre plein de formes différentes. Mais je trouve que quand on a tendance à penser
on va donner des outils aux enfants pour qu'on puisse parler. C'est une manière de les responsabiliser en les incitant à parler ou en leur disant t'avais qu'à parler. Qu'on retrouve dans des campagnes politiques de grande ampleur, les campagnes contre le harcèlement scolaire. Je suis à l'école, ça se voit très facilement du harcèlement scolaire. Mais on va quand même dire que c'est la responsabilité du jeune de ne pas parler. Et puis à côté de ça, on va quand même le silencier. Et puis s'il parle trop ouvertement, on va le rejeter. Donc on est vraiment... il faut faire attention, je trouve, à ne pas responsabiliser les enfants, à signaler eux-mêmes ce qui s'est passé. Et en effet, avoir des professionnels de l'enfance formés à la réception des symptômes, avoir des médecins qui ne sont pas soumis entièrement au secret professionnel. Si jamais il y a des cas de violence sexuelle sur mineurs, ça changerait déjà tout. La CIVI vous préconise le questionnement systématique des professionnels auprès de tous les âges des enfants. Il y a quelque chose d'assez magique, c'est que quand on pose les questions, en tant que professionnel, on a les réponses. Voilà, bonjour, j'ai fait 60 enquêtes par an pendant 10 ans. J'étais enquêtrice auprès des juges des enfants. Juste par rapport à la parole des enfants, il faut les écouter. Je pense qu'il faut aussi ouvrir la famille, c'est-à-dire chercher de parole des enfants qui sont aînés, qui sont sortis de la maison, ou une tante, un oncle. Il faut essayer de... Je fais ça, moi, ma question. J'ai failli pas venir parce que j'ai du mal à associer inceste et normal, inceste et ordinaire. Je vous assure que, je ne sais pas si vous entendez encore mon souffle, mais vraiment, mais c'était passionnant. Je suis très content d'être resté jusqu'au bout, mais ça peut choquer ces mots d'attaque comme ça. Et moi, il y a une question, vous l'avez un petit peu répondu, c'est ouvrir les familles. Comment, parce que je trouve que la famille, il y a des membres de la famille qui doutent, qui sentent ou qui perçoivent. C'est pas net aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire auprès des familles. Là, je me demandais si j'allais communiquer à ma famille un peu l'ensemble de vos propos. Je crois qu'il y a une sensibilisation des familles à avoir. Je pense par les moyens peut-être de l'école, peut-être des médecins généralistes, peut-être quelque chose comme ça. Je trouve que faut pas trop centrer l'enfant, l'intérêt, le puissant intérêt de l'enfant. Moi, je suis quelqu'un qui pense que l'affaire Boutreau est extrêmement mal menée et que le juge d'instruction avait effectivement raison. Voilà, je suis dans ce truc-là. Mais voilà, comment les familles, sensibiliser aux familles, les frères, les sœurs, les familles, comment les sensibiliser via, je pense, les médecins, via l'école, pas forcément médicaliser la chose, hein, mais simplement sensibiliser, parce qu'effectivement... on m'appelait en tant qu'enquêtrice Madame Inceste parce que dès qu'il y en avait un, c'était pour moi cette enquête-là. Et il y a pas mal de signaux à force de les pratiquer. C'est le suintement des secrets dans la maison quand vous observez bien ou entendre la parole de l'enfant. J'ai une petite fille qui me disait moi j'aime pas quand papa m'embrasse maintenant que j'ai 10 ans. Donc là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ils disent, mais comment les familles amener à ouvrir les familles? C'est vraiment, à mon avis, le socle de ce travail-là pour eux. Merci. Merci beaucoup. En effet, c'est un questionnement majeur parce que la famille comme première sphère sociale et comme sphère fermée, c'est notre premier médium de socialisation, c'est énorme. Je pense aussi que l'information aux familles, je ne suis pas sûre que ce soit une clé. Je pense que d'une part, il est beaucoup plus difficile pour des parents qui ont un lien affectif avec l'enfant très important d'y penser. C'est beaucoup plus facile dans le cadre du travail, quand on voit passer des dizaines et des centaines d'enfants, de pouvoir garder ça à l'œil et garder ça derrière la tête, et que c'est beaucoup plus difficile avec les enfants de sa propre famille. Je pense aussi que l'inceste, il arrive dans des familles où il a déjà eu lieu, et que donc, c'est normal pour les personnes dans la famille. Et puis leur inceste a été dénié, donc ils vont sans difficulté dénier le suivant.
on est face à des personnes qui sont traumatisées, polytraumatisées, et la sensibilisation à ce moment-là, je la trouve bien compliquée. Du soin serait déjà peut-être la première étape. Mais sinon, en effet, je pense que la réflexion globale à penser, c'est comment on imagine notre société future en ouvrant la famille. Pas de problème. Quand vous dites ouvrir la famille auprès de qui? Voilà, c'est ma question. Auprès de qui? La justice? Alors là, ce serait ouvrir la famille de manière plus générale, comme si c'était une sphère sociale comme une autre, comme une association, que ce soit plus ouvert, qu'il n'y ait pas de fermeture, ce qui vient totalement contre notre manière de vivre, où on est dans de l'habitat privé, Dans 50 ans. Au moins, oui, je ne suis pas sûre. Pas demain. Non. Si je peux juste rajouter quelque chose, ça vient avec ça vient avec l'individualisme aussi de notre société, parce que justement dans ma sœur qui a habité en Amérique du Sud pendant longtemps, elle dit que justement elle ne s'y retrouve pas du tout avec notre manière de faire avec les enfants ici, parce que justement par exemple s'il y a un enfant qui se comporte mal au supermarché, on va pas oser dire quelque chose, parce que justement c'est aux parents de dire, d'intervenir, alors que justement par exemple en Amérique du Sud, mais je pense ailleurs aussi, tout le monde interagit un peu avec les enfants interagissent avec d'autres. Alors après ça pose la question, est-ce que du coup il y a plus de cas d'inceste parce qu'il y a plus d'interactions entre les adultes, et ça je sais pas. Enfin, voilà, je vais juste rajouter ça. C'est intéressant, et le questionnement de savoir s'il y a plus de cas d'inceste quand les familles sont ouvertes, c'est intéressant, je me permets de répondre, parce qu'on a en ce moment des bouquins de sociologie qui sortent en disant que la modification de la famille, les séparations, recomposition des familles, engendre plus de violences sexuelles, parce qu'il y aurait des adultes qui ne seraient pas directement en lien filial avec les enfants. Ça fait pas sens du tout, c'est juste que les données statistiques sont récentes. Et je pense en effet qu'il faudrait des données statistiques pour pouvoir interroger ça, mais pour ça, il faudrait les faire, il faudrait mettre les sous. Et puis j'ai une autre question du coup, maintenant que j'ai le micro. Alors c'était quoi? La panique. Merde. Ah non, bon bah c'est pas grave. Peut-être. Oui, pendant que vous repensez à votre affaire. Je réagis sur votre question. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir la famille? Ça me pose un problème parce que tout à l'heure on disait on va pas se mettre à ouvrir l'enfant. Ok, hein? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on dit ça, hein? Ma réponse serait: que font les intervenants dans ces cas-là? Quelle est leur formation? Qu'est-ce qu'ils peuvent ou non s'autoriser? Comment vont-ils interroger les cadres de vie des problématiques? Vous voyez? Alors, à partir de ça, peut-être que les familles vont s'ouvrir, oui. Mais parce qu'il y aura un lien positif qui est établi à ce moment-là. Pour les enfants, c'est pareil. C'est la remarque que je me faisais par rapport à l'injonction ouvrir les familles. Voilà. Quand certaines familles s'ouvrent, quand des femmes parlent en disant que le père est sans doute ou sûrement, parce que l'enfant a parlé, a fait quelque chose, elle n'est pas crue. On parle de jalousie, on parle de... Voilà. Donc quand on cherche à s'ouvrir, on va forcément évoluer. Donc ouvrir une famille... Aujourd'hui, je ne vois pas ça possible auprès de n'importe quelle institution, y compris l'école. Mais c'est pourquoi je mets l'accent sur les intervenants pluriels. Bien sûr, la formation, voilà. Vous avez raison, la formation. Vous voyez, de quoi parle-t-on? Oui, je pensais justement, en fait, ça me fait penser, en fait, pour rééduquer, déjà, nous, adultes, pour que
qu'on sache comment faire avec les victimes qui sont en face de nous. Par exemple, moi qui travaille dans l'enseignement, je me dis, et si un jour je vois ça en fait, comment je dois réagir? Et clairement, on n'est pas formé pour ce genre de choses. Et c'est terrible parce qu'en fait, comme vous en parliez tout à l'heure, c'est de se dire, est-ce qu'on va participer nous-mêmes à cette silenciation finalement de faits aussi graves? Donc la question de la rééducation de l'adulte déjà avec une expérience de vie est aussi importante. Mais après, c'est les outils, comment faire, enfin, c'est tout un processus à mettre en place et ça demande beaucoup d'engagement de chacun du coup. Et je trouve, enfin on a parlé, vous avez parlé que que l'inceste venait aussi de la génération précédente. Enfin, c'est ce que j'ai compris, mais je trouve que c'est désespérant. Alors comment on peut arrêter ça? Parce que, enfin, vous même dire la prison, enfin moi je suis proche de la prison et c'est... Non mais on dit aussi que beaucoup enfin que c'est la même chose. Hein, mais je trouve que c'est désespérant, non? De penser que, alors voilà, que ça se transmet de génération en génération. Ça se transmet de génération en génération quand ce n'est pas dit. Oui, c'est la parole qui permet, la circulation de la parole permet la réparation des liens sociaux. À partir du moment où c'est dit, où c'est extrait, eh bien là, il y a une reconstruction qui peut aller jusqu'au transgénérationnel. Justement, quand c'est fermé. Oui, effectivement. C'est tellement évident que je ne l'ai même pas pensé. Et évidemment, il y a un accompagnement qui doit être fait de façon précoce, le plus possible, évidemment, et un accompagnement spécialisé, pluriprofessionnel et spécialisé de la personne pour éviter la transmission transgénérationnelle du traumatisme de l'inceste. Il y a vraiment, enfin moi je suis psychologue parce que j'ai de l'espoir, et donc la réalité elle est désespérante, oui, mais il y a énormément de choses, on a tous une richesse incroyable et on peut participer justement au changement, à un changement plus profond, plus subtil des fondements sociaux, notamment via l'éducation. L'éducation des plus jeunes, mais aussi bien sûr et surtout des adultes, puisqu'ils ont un rôle éducateur. Voilà. Donc, je ne suis pas si désespérée. Et quand parce que je prends en charge pas mal de victimes, d'inceste et autres, et il y a vraiment des belles histoires. Des vulnérabilités naissent des forces incroyables. Mais une des idées par rapport à la désespérance, je pense à ce qu'a dit Sylviane tout de suite sur ça, le côté choquant des propos de Nina. Et ben ça, c'est une façon d'entrer dans un obstacle à la désespérance. C'est de penser qu'il y a quelque chose qui vient du cadre, plutôt que de penser que c'est un scandale, c'est inadmissible, etc. De regarder que c'est dans le fondement de notre fonctionnement que les choses sont inscrites. Donc, plutôt que ce soit choquant, et Sylvain, tu devrais lire le livre de Ducy, parce qu'il est vraiment... Après 20 ans à avoir travaillé là-dedans, relire. Non, mais ça t'intéresserait, parce que ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est inhérent au cadre. Oui, je suis d'accord. Et que la façon qu'on a de le penser, on est à côté. Et qu'on peut, du coup, le repenser. Oui, et sortir de la désespérance. Nous avons un maître mot, un concept directeur au sein de la Société bretonne de psychocriminaux et victimaux. C'est il n'y a à voir que dans la marge. Cherchez les marges, cherchez les à côté. C'est là que se trouve la situation, le problème. C'est là que se trouve une issue. En face, vous voyez rien. Cherchez les marges, toujours. Là, vous verrez, il y aura de l'invention possible.
Et oui, je voulais rajouter aussi, je pense que justement le fait de rendre, cette image du monstre incesteur, ça fait, je pense que c'est dur aussi pour les gens de... Enfin, moi, du coup, je me pose la question de si j'avais des doutes sur quelqu'un de ma famille ou si je voyais quelque chose. Je pense que j'aurais du mal à le dire parce que je me dirais que du coup, ça fait de cette personne un monstre. Et peut-être qu'il faut aussi, pas banaliser, mais et oui, vous l'avez déjà dit, mais déconstruire cette image-là, quoi, du monstre. Et ma question de tout à l'heure, c'était, du coup, donc ça peut venir des familles, et quand ça vient pas des familles, ça vient d'où en fait? Est-ce que c'est juste notre besoin de domination animale, ou c'est quoi? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que des personnes agissent comme ça? C'est intéressant ce que vous venez de dire là. Parce que tout d'un coup, vous avez parlé animal. Eh oui. Comme si on allait avoir avec l'animal dans ces cas-là. On est des animaux après. Non, c'est intéressant de voir que quand on refuse quelque chose, on parle d'animalisation. Ouais. Bah oui. Et alors, à ce moment-là, oui, je dirais, pourquoi vous avez dit animal? Parce que pour rechercher les racines Enfin, c'est un peu un débat entre biologie et société, quoi. D'où vient la domination, tout ça. Vous parlez d'animalité, là où vous devriez, là où vous pensez sans le savoir, en termes de moralité. C'est animal, quoi, de faire ça. C'est pas moral. C'est pas humain. Voilà. C'est ça que je cherche. Hein. Tout à l'heure, quand je vous disais chercher la marge, c'est ça. Vous voyez, c'est à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Comment, à partir de ce qu'il y a à côté, on peut réinterroger la chose. Oui. Alors, je l'ai dit au début de la présentation, l'étude anthropologique de l'inceste a montré que l'inceste est une spécificité humaine. Il n'existe pas d'inceste dans le monde de l'animal. Et je trouve ça super intéressant, du coup, pour rebondir sur ce que tu as pu dire. Donc finalement, est-ce qu'il y a des racines primitives de domination de type qui seraient liées à notre animalité? Ça, je ne sais pas, parce que dans le monde animal, il n'y a pas d'inceste. C'est pas lié à l'animalité, c'est lié à ce que nous sommes aussi, à savoir des cannibales. On va se dire. Ah oui? Je le retrouve, j'ai jamais perdu. Regardez les uns ou les autres en état de rage, qu'est-ce qu'ils font? Ils mordent, ils griffent. Quand c'est pas bon, quand c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils mordent, mais ils avalent. Tous cannibalisent. Le cannibalisme, c'est une façon de réagir à ce qui devient ou a été insupportable. C'est une façon de prendre le pouvoir, de se rendre propriétaire d'eux. Oui. Donc ça revient à dire cherchons le cannibale en nous. C'est-à-dire cherchons ce qui en nous fait la recherche de domination absolue de l'autre, au point de le manger. C'est ça, la domination absolue. Je sais pas si c'est ça, non. Pour revenir sur la question d'où ça vient, si ça vient pas de la famille, il y a la question pratique ça vient des autres éducateurs, éducation, éducateurs sportifs. Enfin, il y a plein d'adultes qui ont un rôle éducateur pour les enfants.
j'ai l'impression que dans votre question, il est de se dire, mais si c'est pas le sien, pourquoi est-ce qu'il a autant envie de le détruire? Et je pense que voilà, c'est ça, c'est à disposition parce que c'est un enfant. Même si c'est pas le mien, ça ne reste qu'un objet. Et c'est très facile, c'est très très facile même. Mais même si on n'a pas nous-mêmes vécu d'inceste, du coup, ça voudrait dire qu'on reçoit ces informations-là quand même, que c'est possible de faire ça. Enfin, c'est dans ce sens-là, du coup, par d'autres éducateurs, c'est-à-dire, du coup, même si on n'est pas nous-mêmes victimes. Bien sûr, et la corrélation, il y a des statistiques qui font que beaucoup d'auteurs ont été victimes, mais voilà, c'est pas une corrélation, c'est pas une causalité directe et exhaustive. Ça, j'associerais plutôt ça du côté des normes intériorisées, des normes collectives de la psychologie sociale. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup, comme justement c'est tabou, comment est-ce qu'on en vient à intérioriser des normes qui sont tabous? Alors, c'est tabou, mais le déni, c'est pas ne pas voir ce qui... C'est mettre un couvercle sur ce qu'on sait, que ce qui est là. On sait que ça existe, on met un couvercle dessus, c'est ça le déni. Donc le tabou, c'est on sait que, mais on va mettre un couvercle dessus également. Donc ça se sait, donc ça se transmet. Et puis les normes qui consistent à considérer les enfants comme des objets, elles sont pas tabous. Je veux dire, ça choque pas, on réagit pas si on voit quelqu'un lever la main sur son enfant dans la rue parce qu'il a le droit, parce que c'est le sien. Les enfants, ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent même pas voter avant 18 ans. Enfin, voilà. Ils n'ont légalement, politiquement, pas un statut de citoyen et de citoyenne. Donc, pour le coup, c'est vraiment très ancré le fait que l'enfant ne soit pas vraiment tout à fait une personne. Je voulais réagir, moi c'était sur le traitement médiatique dont vous parliez tout à l'heure. J'ai trouvé intéressant en fait l'idée du scandale versus un peu la donnée statistique. Et c'est vrai que ça me faisait penser un peu au traitement médiatique des féminicides notamment. C'est vrai que pendant longtemps, il y avait justement la donnée statistique pour essayer de sensibiliser. Et on a vu effectivement une évolution plutôt vers une incarnation avec un prénom, une photo, enfin voilà, en tout cas vraiment de savoir de qui il s'agissait comme personne. Et je sais pas, voilà, c'est une réaction un peu à chaud là comme ça, mais je me disais, mais est-ce que c'est pas le risque d'aller vers un scandale aussi, d'incarner, enfin bon, je trouvais intéressant en tout cas, voilà, ce que vous avez évoqué. Merci beaucoup. Tu sauras peut-être mieux répondre que moi. En effet, c'est un risque de comment se positionner parce qu'il faut humaniser la personne pour se rendre compte de la réalité de cet acte, mais en même temps, il ne faut pas qu'on tombe dans une forme de sympathie, qu'on distinguerait de l'empathie, qui nous rende incapables de mouvement. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve et dans les suivis des professionnels et dans tout le monde. C'est comment je me positionne par rapport au récit de violence. Est-ce que je suis dans l'empathie, j'arrive à y réfléchir avec mes émotions, ou est-ce que je capte juste toute cette émotion et je suis sclérosée par ces émotions et étant dépassée par ma peine, dépassée par ma colère, je ne peux plus agir. Donc c'est comment on en parle, je sais pas. Parce que je rebondis après par rapport aux soins, par exemple, quand on parle d'un dépistage un peu systématique, c'est vrai que c'est presque la donnée statistique qui pourrait permettre d'aller dans le sens d'un dépistage systématique, je me dis, et de ne pas se dire d'avoir les antennes peut-être quand je sais pas, on cible un public peut-être, ou au contraire. Enfin, je me dis que parfois la donnée statistique, elle est aussi intéressante pour voilà, essayer de se dire, on pose la question finalement à tous les patients, enfin voilà. Oui, elle est intéressante la donnée statistique, mais elle a le risque de désespérer et d'être assommante. Et de se dire, si c'est autant et qu'en plus c'est une malédiction de génération en génération, on ne peut rien faire. Il y a des problèmes dans chaque manière d'en parler et c'est en effet à travailler et à réfléchir. Et moi, j'ai pas encore de
mais je suis ravie d'y réfléchir et d'en discuter avec vous. Il y a statistique et statistique quand même. Il y a des statistiques consistant à comptabiliser ce qui est déclaré, et puis il y a des statistiques consistant à aller voir à partir de modèles particuliers ce qui est à rechercher. C'est pas du tout la même chose. Et les statistiques dont parlait Nina tout à l'heure, c'était les premières. Hein. Les autres, ça reste totalement différent. Ouais. Elles sont faites pour la recherche, les autres. Là, elles sont faites pour le politique. Il est 20h. Une dernière question, remarque peut-être. Oui. Peut-être entre les deux statistiques, il y a des éléments qui sont des témoignages. Je m'appuie là sur de l'expérience professionnelle, ayant animé des réunions de synthèse en institut médico-éducatif. J'ai eu l'occasion de revoir l'assistante sociale il y a quelques années, qui 10 ans après m'a dit vraiment il y avait beaucoup de situations d'inceste. Donc, je réponds à la question statistique pour mettre en évidence la question du secret. On s'est arrogé à certains moments, plutôt les assistantes sociales, on a beaucoup réfléchi sur la question du secret professionnel chez elles. Et je m'interroge sur mon rôle en tant qu'animateur de ces réunions de synthèse. Et en même temps, donc, je rejoins cette question qui est aussi une question politique. Comment se fait-il que nous n'ayons pas la mission de prendre en compte les besoins des enfants, la totalité, y compris cette question-là qui était, en tout cas, quand j'y étais, moi, quand j'animais, très peu pris en compte, très peu mis sur la table, alors qu'il y avait dans ce genre de réunion les items qui étaient obligatoires à aborder. Donc cet item-là faisait plutôt partie des choses dont on ne parle pas, ou en tout cas qu'on ne met pas sur la table, voire qui sont secrètes, et qui sont de l'ordre des questions familiales, et donc on en parle. On va en rester là. Merci pour votre participation. À toutes et à tous. Et merci à nos deux conférenciers. Dire peut-être que ça sera sur YouTube, sur le site de la société. Donc vous pourrez le consulter. Vous allez sur Internet, vous marquez SBPCPV, vous allez trouver le site. Enfin, qui m'a donné, il m'a prêté son matériel, j'ai intérêt à faire gaffe.